progrès pour la pensée moderne, la pensée depuis 2 ou 3 siècles, depuis les Lumières, c'est l'idée qu'il y a une amélioration prévisible de l'humanité, des conditions d'existence de l'humanité, et que cette amélioration, au fond, ne s'arrêtera pas, que la science, la technique, la recherche vont rendre la vie de plus en plus facile, de plus en plus intéressante et de plus en plus pleine. En vérité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors c'est intéressant de noter que le progrès pour un très grand nombre d'hommes et de familles, de femmes et d'hommes et de familles, ça a été l'amélioration des conditions matérielles d'existence. C'est d'abord à ça que l'on a pensé, c'est sur cela qu'on a fixé l'attention. Et d'une certaine manière, le produit intérieur brut, le PIB, comme on dit, c'est-à-dire la description de la force et de la santé d'un pays au travers de sa production économique, c'est aussi à ça que ça fait référence, c'est-à-dire le fait que le progrès est quantitatif. Mais évidemment, ça n'est pas de cette manière que les peuples le vivent et découvrent aujourd'hui, en particulier en cette première partie du XXIe siècle, que ce progrès-là de la consommation, de la production économique, que ce progrès-là, au fond, n'est pas satisfaisant pour les êtres humains, ou ne peut pas être satisfaisant à lui seul pour les êtres humains, surtout quand il est cycliquement perturbé, comme ce qu'on appelle des crises. Alors pour moi, si vous me demandez ce que le progrès devrait être, le progrès, ça devrait être à la fois la prise en compte des besoins matériels des êtres humains, des besoins d'existence, le logement, l'éducation, et puis la prise en compte de cette réalité que les besoins des êtres humains ne sont pas seulement matériels. Les besoins matériels sont, j'allais presque dire premiers, sont en tout cas très, très pressants. Lorsque vous avez une partie de l'humanité qui ne peut pas se nourrir, une partie de l'humanité importante qui n'a pas accès à l'eau, une partie de l'humanité importante qui n'a pas accès aux médicaments, évidemment ça crée une pression, une insatisfaction, quelque chose de très très grave. Mais les progrès sont aussi intellectuels, scientifiques, spirituels. Et dans spirituel, je mets aussi bien philosophique que, enfin, selon le choix de chacun, ou l'apport de chacun. C'est-à-dire la compréhension de l'autre, et au fond la capacité à s'abstraire soi-même de la seule préoccupation de la consommation. Ça, c'est un grand progrès pour les êtres humains. Et cette deuxième partie, aujourd'hui, elle est très, très absente quand on voit renaître les vagues de racisme dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'attachent à l'origine, à la couleur de la peau, à la consonance du nom, à des insultes qui sont des insultes primaires, primitives, qu'on croyait disparues. Alors vous vous apercevez que ce n'est pas un progrès qu'on est en train de vivre, c'est une régression, un retour en arrière. Bon, la France est un pays très développé. Si on le regarde, si on le met en comparaison avec d'autres pays à la surface de la planète, très développé du point de vue de ses équipements publics, de son urbanisme, c'est un pays dont, on va dire, le 30 ou 40% supérieur de la population, supérieur n'est pas un jugement de valeur, mais est bien formé et bien éduqué.
ça ne doit pas nous faire oublier que nous avons au contraire une grande partie de la population, la base de la pyramide, qui, elle, est en grande souffrance face à l'éducation. Nous sommes un pays où la recherche est très puissante, et notamment la recherche fondamentale est puissante. Tout ça, c'est très important. Et nous sommes un pays qui a l'habitude, j'allais presque dire, de la réflexion philosophique sur la société. Je considère que c'est un grand progrès. Par exemple, nous avons été les inventeurs, ou en tout cas les promoteurs, de l'idée de laïcité, qui est pour moi une idée extraordinairement progressiste, et je le dis alors que je suis moi-même croyant, mais une idée extraordinairement progressiste parce qu'elle découple la conviction religieuse de la loi civile. Et donc, comme la loi civile est d'un autre ordre que la conviction religieuse, ça empêche les affrontements religieux, les guerres de religion, les chocs de religion. Et on va voir dans le XXIe siècle même, on est en train de voir tous les jours, quelle est la différence entre les sociétés qui acceptent cette séparation, ce découplage entre la loi civile et la loi religieuse, et les sociétés qui, au contraire, vivent selon l'ancienne certitude qu'il existe une loi de Dieu que tous les hommes doivent respecter, même s'ils ne croient pas en ce Dieu. Ce qui entraîne inéluctablement la guerre, parce que si la loi d'un Dieu est contraire à la loi de l'autre Dieu, eh bien on se fait la guerre au nom de Dieu. Et pour moi, l'émancipation de la loi civile par rapport à la loi religieuse est un phénomène, une idée fondatrice du progrès. Or, la France a pensé depuis très longtemps, c'est mon ami Henri IV qui, le premier, a fait l'édit de Nantes, c'est-à-dire la première fois qu'en Europe, on a dit « vous pouvez être citoyen du même peuple, sujet du même roi, avoir les mêmes droits, même si vous n'avez pas la même religion que le roi. » Ce qui jusqu'alors était absolument impensable. Le monde entier vivait selon l'idée que la loi du roi, c'était la loi du souverain, c'était la loi des sujets. Et que le jour où le souverain changeait de religion, les sujets changeaient de religion. Et vous voyez cette modernité-là, à la fois par Henri IV et par la suite, la Révolution, la Troisième République, cette modernité-là, c'est un plus de la France. Donc la France, elle est participante à cette idée de progrès. Et même, le fait que ce soit un pays qui réfléchisse philosophiquement à la société, à la personne humaine, aux citoyens, aux droits de l'homme et du citoyen, c'est un facteur de progrès très important. C'est un pays qui a besoin de cette vision pour être équilibré, et donc c'est un pays qui a besoin d'une certaine manière de proposer un modèle au monde. C'est le caractère universaliste de la vocation française, notamment républicaine française. Alors, c'est un rôle absolument essentiel, parce que, particulièrement en France, la responsabilité politique est éminente. Le politique, c'est celui qui donne au peuple de citoyens qui lui ont fait confiance en retour, ou qui doit lui donner des raisons de vivre. Il doit lui montrer ce que l'avenir peut être. La responsabilité politique est une responsabilité, je ne veux pas dire des mots excessifs, mais il y a quelque chose, un tout petit quelque chose d'une responsabilité utopique ou prophétique. Hein. Le politique, il montre, il doit montrer, il devrait montrer, il aurait dû montrer le monde tel qu'il n'existe pas encore. Et donc c'est une responsabilité d'inspiration qui est au moins aussi importante que la responsabilité de gestion. Et vous voyez que les deux sont liés. Si vous savez où vous allez et que vous êtes capable d'organiser les choses pour qu'elles trouvent leur place. Moi, je n'ai pas une grande
une grande considération humaine pour le Napoléon du temps de guerre, mais le Napoléon du temps de paix, celui qui a pensé, voulu l'organisation de la société française, le code civil, c'est quelqu'un qui avait une idée pratique de ce que l'organisation peut être. Et il avait une idée utopique et sans doute assez fausse de ce que le monde devrait être. De Gaulle, à sa manière, c'est quelqu'un qui avait une idée très nette de l'avenir, une idée très précise de l'organisation. Et ça n'est pas étonnant que cette période récente des débuts de la Ve République ait été une période de très grande prospérité pour le pays. Donc, responsabilité éminente de vision et de gestion.